Alors, pendant que des amis nous rejoignent, nous sommes déjà, mon Dieu, une bonne soixantaine de participants. C'est un bel honneur que vous me faites de venir me rejoindre comme ça un mardi en cours de journée, fin d'avant-midi pour certains, en cours d'après-midi pour d'autres. Je suis très heureux de vous accueillir à la première cyberconférence de l'ACPI qui s'intitule Quand la langue parle au cœur, la compétence interculturelle en classe de langue seconde. Et puis, voilà, donc pour ceux qui se joignent à nous, simplement vous dire que la plateforme qu'on utilise en ce moment, c'est une plateforme où vous pouvez me voir, mais où malheureusement, moi, je ne peux pas vous voir. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à écrire dans la boîte de texte. Régulièrement, là, je vais vous poser quelques questions, je vais essayer de susciter la conversation. Évidemment, c'est une formule qui est un peu différente, on est en ligne. Et voilà, donc je me présente, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire Lester B. Pearson en français langue seconde pour le secondaire et je suis également président sortant de l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Et c'est une extraordinaire initiative que l'ACPI a eue que de créer un mois d'activité pour les enseignants, les conseillers pédagogiques, enfin tous les professionnels de l'immersion. Et les mardis sont les conférences, donc les webinaires. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Et puis, on va commencer ça dès maintenant. Alors, j'aimerais d'abord remercier l'équipe grâce à qui je peux vous faire cette présentation-là aujourd'hui. Depuis 2 ans dans ma commission scolaire, on travaille en partenariat avec Learn, qui est un organisme non lucratif qui dessert la communauté éducative anglophone du Québec, et l'Université du Québec à Montréal, plus spécifiquement Mme Valérie Amirault de l'UQAM et Mme Julie Paré de Learn. On a travaillé avec un regroupement de personnel de bibliothèque et d'enseignants de français langue seconde au secondaire pour voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait travailler ensemble plus étroitement pour venir en aide à ce que nos élèves anglophones s'ouvrent au niveau de la compétence interculturelle aux faits français dans le cas plus spécifique qui nous occupe au Québec, à Montréal, mais vraiment les découvertes qu'on a faites ou la recherche qu'on a faite peuvent facilement être utilisées dans différents contextes. Donc, j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, saluer toute cette équipe-là avec laquelle on a été capable de créer ce qu'on vous présente aujourd'hui. Euh, alors, quand on parle de compétences interculturelles, quand on parle de culture, c'est des enjeux qui résonnent d'une façon complémentaire mais différente un peu partout à travers le pays, à travers le monde. Ça dépend du rôle qu'a la langue, le rôle qu'on donne à la culture. Donc, j'aimerais d'abord procéder avec vous donc là, je ne sais pas s'il faut que je promène ma caméra pour que vous puissiez voir le texte. Je suis nouveau avec cette plateforme. Alors, dans un premier temps, bonjour Svetlana, j'aimerais vous inviter à écrire dans la boîte de texte, prendre un petit moment pour me dire ce que vous entendez quand on vous dit le mot culture. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et quelle place est-ce que vous y faites dans votre salle de classe, plus spécifiquement en immersion française? Alors, voilà, donc si vous voulez prendre un petit moment, on va peut-être se prendre peut-être 2 minutes. Simplement, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la culture et quelle place ça prend dans votre classe? Alors, je vais commencer à lire des réponses que l'on obtient. 30 élèves, 30 identités différentes, absolument. La culture, c'est tout ce qu'on est, la langue, les goûts, les habitudes, c'est nos valeurs également. Culture traditionnelle versus la culture populaire, effectivement, c'est d'autres éléments qu'on va prendre en considération. Tradition, partage, histoire. La place n'est pas assez grande à la culture, effectivement, donc c'est une observation qu'on peut faire parfois. On doit faire notre possible pour savoir un peu des cultures des élèves, absolument, comment on se rencontre, l'enrichissement, les valeurs qui nous sommes, les habitudes et traditions, le respect, donc histoire, respect, tradition, monde, connaissance dans des domaines particuliers, ce qu'on écoute, ce qu'on est, la vie, fait partie des programmes de sciences humaines dans certains cas, effectivement. Le reflet d'identité d'un peuple, ben justement, je vais faire le pont
avec cette définition-là pour vous amener à une définition de l'UNESCO qui a été faite en 2001, où on dit ici que la culture, dans le fond, c'est l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc, quand on parle de tout groupe d'individus, ça ne veut pas nécessairement dire les gens issus d'une province, d'un territoire, d'un pays. C'est vraiment tout regroupement d'individus qui ont certaines choses en commun. Alors, en allant là-dessus, on va d'abord se poser la question sur ce qu'est la compétence interculturelle. Et donc, d'après vous, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Est-ce que c'est quelque chose avec quoi vous êtes familier? Est-ce que ça vous parle, les concepts de compétences interculturelles? Donc, encore une fois, je vous invite à écrire vos réflexions dans la boîte de texte. Donc, je vais juste reprendre. Donc, ici, les liens, son environnement, son héritage, l'étude abordant en salle de classe. On a ici former des citoyens globaux, faire des échanges, des rencontres, l'attitude de pouvoir communiquer. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je suis désolé, je ne sais pas comment répondre à ça. Je ne suis pas assez familier avec la plateforme. Donc, je crois, Mercedes, si vous pouviez écrire votre commentaire ici. Ah, avec la mondialisation, les apprenants sont exposés à plusieurs cultures, effectivement. Pour moi, la compétence interculturelle, c'est l'habileté de comprendre les autres cultures différentes. Facilité à faire des ponts. Vous êtes tout à fait dans le ton. Alors, vous êtes inscrit au bon atelier, c'est une bonne nouvelle. Trouver des similarités, des points de rencontre, effectivement. Alors, je vais enchaîner. Donc, si on regarde ici, encore une fois, je vais prendre une définition de la compétence interculturelle du Conseil de l'Europe. C'est la compétence à communiquer langagièrement et interagir culturellement d'un acteur social. Donc, c'est vraiment ici la rencontre entre la langue et la culture. Quand on apprend une langue, la culture vient avec. Maintenant, quand on regarde ici, je vous ai mis 4 images pour un peu synthétiser une des définitions d'Hubert et Reynolds du Conseil de l'Europe. Ce qu'on fait, dans le fond, quand on veut enseigner la compétence interculturelle, c'est qu'on veut développer ces 4 aspects-là chez l'apprenant de langue. Donc, on veut, dans un premier temps, que la personne comprenne le concept qu'il y a des gens qui sont différents de lui et qu'il puisse, à ce moment-là, avoir un respect pour cette chose-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, que cette personne-là soit respectueuse dans ses communications avec l'autre, à plus forte raison qu'elle développe des relations positives et constructives avec les locuteurs, avec l'autre, enfin la personne qu'elle rencontre, et plus encore, qu'elle profite de ces échanges-là pour se situer, pour se définir elle-même au niveau de ses affiliations culturelles. Donc, c'est non seulement de rencontrer l'autre et de respecter l'autre, mais c'est de se comprendre soi-même dans ce que l'on est de différent de l'autre. Comment est-ce qu'on regarde ça? L'idée ici, c'est vraiment de voir des éléments de la compétence interculturelle. Donc, pour faire ça, il faut savoir de quoi on parle. Souvent, vous avez parlé dans la boîte de texte, par exemple, de musique, de chansons, d'art et toutes sortes de choses comme ça. Ce sont des vecteurs qui peuvent travailler différents volets. Donc, d'une part, on parle des savoirs. Les savoirs, c'est souvent ce qu'on va considérer comme étant tangible. Donc, les musées, les arts, les équipes sportives, les festivals, ce que l'on peut voir avec les yeux de manière générale, ce que l'on peut entendre. Les savoir-faire, il y a une partie qui est vue, puis il y a une partie qui est plus dans le creux de l'iceberg, si on peut dire. Donc, c'est comment est-ce qu'on salue quelqu'un, avec quelle proximité. En ce moment, la norme, c'est 2 mètres, mais il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui avait un bon savoir-faire pouvait être beaucoup plus proche, puis ça ne dérangeait personne. Comment est-ce qu'on tient une conversation? En entrevue d'emploi, à quel moment est-ce qu'on se lève? À quel moment est-ce qu'on s'assoit? Comment est-ce qu'on vous voit, qu'on tutoie les gens? Maintenant, une chose qui est peut-être plus difficile à travailler, mais beaucoup plus fondamentale, c'est au niveau des savoir-être.
Donc, c'est ça en quoi on croit, nos attitudes, nos valeurs, nos motivations, notre rapport à la différence et à ces choses-là. Alors, ce qui est important ce que je vais attirer à votre attention avec cette diapo-là, c'est que quand on parle de culture, très, très souvent, on parle de créer des référents culturels que l'on peut voir, ce qui est important, mais ce n'est pas complet. Il faut vraiment aussi tenir en considération tout ce qui relève du savoir-être et du savoir-faire, donc de parler des réflexions du point de vue des gens sur les autres. Grace a parlé ici de compétences interculturelles, de respect, d'empathie, dis-je, d'ouverture d'esprit, curiosité, prise de risque. Ce sont autant de mots importants et on y reviendra plus tard dans la présentation. Donc, on parle vraiment de choses qui sont en profondeur et c'est pourquoi souvent ça peut être un peu angoissant quand on est un enseignant de langue que de parler de la compétence interculturelle parce qu'on sait qu'on va toucher aux valeurs profondes des élèves et souvent aux nôtres. Et donc, c'est des discussions qui peuvent être difficiles à avoir, mais pourtant, elles sont absolument essentielles. On parle ici du fait qu'apprendre une langue, c'est de découvrir un nouvel univers, donc il faut apprendre les codes. Ça fait quelques années que je me promène avec cette phrase-là, elle n'est pas de moi, mais ça sous-tend ici toute la réflexion par rapport au lien entre l'apprentissage d'une langue et la découverte d'un monde. Donc, c'est vraiment ici d'être une clé pour savoir où on s'en va, savoir ce que l'on découvre. En lien avec ça, justement, quand on rencontre une autre langue, quand on rencontre une autre personne qui vient d'un autre milieu, c'est pas nécessairement d'un autre pays, des fois ça peut être notre voisin, mais qui a une réalité différente. On n'est pas obligé d'aller très très loin pour rencontrer l'autre. C'est de savoir que quand on est ouvert avec cette empathie-là à découvrir l'autre, on peut témoigner de la nature dynamique de l'identité. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre qu'on fait, il y a des gens qui vont nous influencer à travers leurs idées, leurs points de vue, leurs opinions, et qui vont nous amener à nous forger notre identité. Il y a des choses que l'on va garder des gens qu'on rencontre, il y a des choses qu'on ne gardera pas, mais c'est comme ça qu'on se développe comme individu. C'est le changement, c'est ce qui nous garde vivants d'un point de vue culturel. Donc, avant d'aller à la diapo suivante, je vais juste vous parler de ce qui s'en vient. Il y a eu énormément de recherches qui s'est fait au cours des dernières décennies sur les contacts entre immigrants et habitants d'un pays donné. Et dans nos travaux, ce qu'on a vu au cours des 2 dernières années, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ponts que l'on peut faire entre ces modèles-là qui ont été développés spécifiquement dans un contexte pour les immigrants qui arrivent dans un nouveau pays. Mais de manière plus globale, justement, ça témoigne de la nature dynamique de l'identité culturelle, de comment est-ce que nos rencontres évoluent. Je vais commencer avec un premier tableau. C'est une recherche qui a été faite en Suisse de ce point de vue-là, qui explique un peu le processus d'acculturation et du choc culturel. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé travailler en Égypte pendant 2 ans. J'ai eu ce privilège-là. Ceux qui voient peut-être en arrière de moi, c'est un papyrus, c'est une toile que j'ai ramenée de là-bas à cette époque-là. Avant le départ, si vous voyez complètement là, à ma gauche, on peut avoir 3 points de vue. Essentiellement, on peut être soit super enthousiaste à l'idée d'aller dans ce nouveau milieu-là, être plutôt indifférent, plutôt neutre, ou avoir un préjugé négatif en disant qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller, mais on va y aller quand même. Et quand on arrive, ben, au début, on se dit « Ah, ben, finalement, ça va plutôt bien ». Mais là, ben, il y a les premières différences qu'on a du mal à gérer, et plus ça va, plus c'est difficile. Et vient un moment où on va avoir une crise. Il va y avoir un problème, et on dit là, c'est difficile, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va? De là, on va parler ici d'un retour vers la normale et de personnes qui parfois vont faire le choix de quitter le pays ou d'autres qui, au contraire, vont dire allez, ce ne sera pas parfait, mais globalement, ça va bien se passer. Et puis, si vous voyez, à partir, là, grosso modo, de la 2e année, tranquillement, on va commencer à s'installer. Ce modèle-là, effectivement, il a été fait par rapport à des immigrants qui arrivent dans un nouveau pays, mais on peut aussi le voir d'une personne qui quitte sa province pour aller dans une autre, ou qui quitte une ville pour aller dans une autre, ou encore qui quitte un milieu de travail pour aller dans un autre. Ou pensez à vos enfants qui étaient dans une école et là, papa, maman changent de ville et puis se ramassent dans une nouvelle école. C'est une nouvelle communauté, c'est une nouvelle culture. Donc, si cette recherche-là était faite dans un contexte particulier, on peut également l'extrapoler pour voir comment ça pourrait se vivre dans d'autres contextes. C'est également pertinent
quand on parle de la compétence interculturelle, que ça, c'est lié effectivement à l'apprentissage de langue, mais c'est lié aux rencontres entre personnes de manière générale. En lien avec ça, quand on rencontre d'autres personnes, il peut y avoir différentes avenues. Et là, j'essaie de promener ma caméra pour que vous puissiez voir la diapo. Donc, il y a Berry qui, pendant plusieurs années, a fait des recherches pour développer ce modèle d'acculturation-là. Quand un individu rencontre un groupe d'individus, il y a essentiellement deux questions qu'on va être appelés à se poser, formellement ou informellement, mais ça va être là. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que pour moi, c'est important de préserver mon identité? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est important de maintenir ma relation avec les autres groupes que je rencontre? Alors, c'est là où il y a beaucoup de mots que vous allez reconnaître, mais peut-être que ça va vous donner un autre regard là-dessus. Donc, quand on parle d'intégration, c'est vraiment de dire mon identité est importante et de rencontrer les valeurs de l'autre, c'est aussi important. Donc, à ce moment-là, on va préserver les deux. Dans un cas d'assimilation, c'est plus où c'est tellement important pour moi de garder ma relation avec les autres que moi, je vais choisir d'un peu effacer ma culture d'origine, mon identité d'origine pour me mêler à cette masse-là. Le cas contraire, ce serait au niveau de la séparation, pardon, où justement, je veux garder mes caractéristiques culturelles, mais je ne veux pas me mélanger aux autres. Et puis finalement, la marginalisation, c'est quand on est rendu à un point où, au contraire, on dit, moi, finalement, mon identité, elle n'a plus de valeur, mais ma relation aux autres, je ne me reconnais pas avec eux, donc je n'existe ni dans l'un ni dans l'autre, donc je vais choisir de me marginaliser. Cette conversation-là, auprès de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, a été très, très sensible parce qu'on reconnaissait beaucoup de nos élèves là-dedans, issus de différents milieux, pas strictement issus d'une communauté ou l'autre, mais des élèves qui se sentaient différents. Vous savez que chez les jeunes, ils sont en train de forger leur identité, de forger qui ils sont, et certains vont choisir de se marginaliser parce qu'ils ne sont pas assez confiants dans ce qu'ils sont au niveau de leur identité, mais qui ne se sentent pas appartenir à un autre groupe non plus. Donc, ça peut être différents éléments qu'on va voir ici. Alors, voilà pour ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, là, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Là, on est dans un peu l'idée de se faire une tête sur ce qu'est la compétence interculturelle, différentes théories, modèles au niveau du contact entre communautés. Est-ce qu'il y a une première ronde de questions que vous auriez à poser en ce moment? On va se laisser un moment pour vous laisser écrire. Alors, Isabelle demande est-ce que ce diaporama sera partagé. En fait, la présentation elle-même sera disponible, elle sera promue par l'ACPI, donc l'équipe de l'ACPI pourra vous dire comment vous aurez accès à toutes ces informations-là. Par rapport aux définitions que je viens de vous présenter, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, des commentaires que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il est possible que les statistiques ont été influencées par les étudiants universitaires, 4 mois égale la longueur d'une session? C'est pas impossible. J'avoue que je suis pas informé du contexte de la recherche. Je crois plutôt que c'était lié à l'observation qu'il avait faite sur le terrain là, dans différents cas en Suisse, si vous parlez du graphique auquel je faisais référence tout à l'heure.
Y a-t-il, oups, là, ça rentre. Y a-t-il des critères de réussite qui ont été développés par rapport aux compétences interculturelles? On y reviendra plus tard. Donc ça, quand je vais faire le pont avec la salle de classe, je vais revenir à ça. Mais c'est vraiment parler d'un processus. La version courte, là, c'est ça. Est-ce que ce modèle va changer avec le temps? Si on parle du graphique au niveau du choc culturel ici, 2 ans, 3 ans, en fait, c'est qu'on parle d'un déracinement graduel et simplement que de manière générale, il va peut-être s'évoluer vers une espèce de nostalgie, puis certains chocs culturels qui vont venir, mais on va avoir de plus en plus d'outils pour être capable de vivre avec ces différences-là. Est-ce qu'il y a un modèle d'acculturation qui favorise plus l'apprentissage du français? Donc, par rapport à cette question-là, ça, c'est ma réponse personnelle. Moi, je suis un vulgarisateur scientifique, je ne suis pas le chercheur. Je tiens à vous mettre ça en contexte. Pour ma part, je crois vraiment que le modèle d'intégration est celui qui est le plus porteur, simplement parce qu'on veut valoriser ce que l'élève amène avec lui, mais on veut aussi l'encourager à découvrir puis à rencontrer l'autre. Donc, moi, personnellement, je serais vraiment un partisan d'un modèle qui favorise l'intégration. Tu mets des mots sur mon expérience quand j'ai déménagé dans une autre province. Effectivement. C'est fascinant ce que tu dis, Marilyn, parce qu'à chaque fois depuis que j'ai trouvé ce modèle-là, à chaque fois que je le présente, c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez rapidement parce que dès qu'on a été appelé à aller dans une autre communauté, tout de suite, ça paraît. J'ai été appelé, moi, par exemple, à changer de milieu socio-économique dans le cadre de mes études. Et c'est quelque chose de similaire que j'ai vécu également. Donc, c'est vraiment bien, bien plus grand au niveau de l'extrapolation qu'on peut en faire. Le modèle d'acculturation est-il aussi valable dans un contexte minoritaire, franco-ontarien, par exemple? La question est pertinente. En fait, ici, la recherche a été faite par rapport à une personne immigrante qui arrive dans un nouveau milieu, et ce milieu-là sera sa majorité. Donc, ça, c'est une question qui se pose par rapport à ça. On parle de contexte franco-ontarien, franco-manitobain, fransaskois, tous les franco. Donc, c'est des enjeux qui sont très sensibles. On parle des rapports interlangues, on parle aussi des rapports de dominance par rapport aux langues, il ne faut pas se le cacher non plus. Ce que je dirais, bon, je le dis avec le billet que j'ai, moi, je suis un francophone qui vient du Québec et je travaille auprès de la communauté linguistique minoritaire anglophone de ma province. Ce que je crois, c'est que de manière générale, d'être fier de son identité, donc de dire à la dimension 1, est-il important de préserver mon identité et mes caractéristiques culturelles? Je dirais oui, dans tous les cas, mais je pense que c'est important de maintenir une bonne entente avec les autres groupes que l'on côtoie. Donc, quand on parle d'intégration, ça ne veut surtout pas dire que de baisser les bras et de dire on va faire comme les autres. Il s'agit de se préserver soi-même pour ce que l'on est et de rencontrer l'autre. Donc, je pense que la caractéristique d'un modèle d'intégration versus un modèle d'assimilation, par exemple, c'est que dans les deux cas, intégration ou assimilation, on maintient une relation avec l'autre groupe, et dans l'intégration, il y a une préservation de ce que l'on est. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Comme je vous dis, moi, je fais de la vulgarisation à partir de mon regard. Je sais qu'il y a des enjeux qui font que la minorité anglophone n'est pas toujours traitée de la même façon que les minorités francophones. Le contexte est différent. On entend parfois la francisation. Elisabeth, je te demanderais peut-être de développer là-dessus, parce que ce mot-là va avoir différents sens selon le contexte dans lequel il est employé. Alors, je trouve ça extrêmement difficile d'enseigner le français langue seconde au Québec. La majorité des étudiants semblent se trouver dans la séparation, même dans la marginalisation. C'est avéré par la recherche pour ce qui est du contexte québécois. Il y a d'une part le fait que dans notre province, le français est une matière qui est imposée. Donc, évidemment, quand on t'impose quelque chose qui est aussi chargé émotivement,
Ça crée certaines réalités. Certains élèves sont très ouverts à cette idée de se développer dans une deuxième langue. D'autres, effectivement, ont beaucoup de résistance par rapport à ça. On les pousse trop comme commentaire. Alors, je vais peut-être prendre les derniers commentaires qui sont en train d'être écrits en ce moment, puis ensuite, je vais avancer. D'où l'importance de donner la chance aux élèves de choisir leur thème en classe, donc de voir de quoi est-ce qu'ils veulent parler, comment est-ce qu'ils vont s'identifier. Effectivement, ça peut être un bon point de vue. Puis justement, ça fait le pont avec la prochaine question que je vous pose. Dans votre contexte professionnel, comment est-ce que vous voyez votre rôle quant au développement de la compétence interculturelle? Et pendant ce temps-là, je vais lire les commentaires. Il y a un genre de hiérarchie de l'apprentissage du français en Ontario. On a des ayants droit, des anglos, des plurilingues. Je pense qu'il est important de se souvenir que partout au monde, la colonisation de l'imagination est un problème propulsé par les radios, la télé, les jeux vidéo, etc. Donc, Isabelle se voit comme étant un guide, un facilitateur. Mon Dieu, te luminote, toi. Donc, on va y arriver. Nous faisons le pont entre les deux cultures. Que veux-tu me raconter? Je te donne les outils. Un entre-deux, un valorisateur. Donc, ce sont autant, effectivement, de mots qui sont tout à fait à propos. Validation, valorisation des diversités culturelles. Alors, on voit vraiment dans cette direction-là, de nous voir comme étant un pont entre les cultures. Et justement, juste à voir les commentaires qui ont été écrits là, dans les dernières minutes, le rapport de dominance entre les langues, le rapport de tension linguistique, ça existe, il ne faut pas le nier. Maintenant, l'idée, c'est que le message qu'on envoie un peu avec l'idée de la compétence interculturelle, c'est qu'il s'agit pas, il s'agit d'être fier de ce qu'on est et d'être ouvert à rencontrer l'autre. Peu importe qu'on soit dans un milieu majoritaire ou minoritaire ou dans un contexte de français langue étrangère pour ceux qui sont de l'extérieur du Canada. Donc, c'est vraiment, ici, on écrit, Alex, ouvrir l'esprit des cultures non typiquement abordées, aller plus loin, investiguer les semblances et les différences. Ce sont toutes des choses qui vont dans cette direction-là. Donc, justement, là, bon, c'est un peu bizarre de me promener l'image comme ça. Quelques clés au niveau du rôle de l'enseignant, de l'enseignante, c'est justement, c'est un entremetteur, c'est quelqu'un qui va amener à partager, de faire un pont entre la culture qu'il partage et celle de ses apprenants et celle des autres cultures. Donc, ce sur quoi on ouvre, on veut ouvrir nos élèves au monde. On parle aussi du fait que c'est un guide qui va accompagner ses élèves dans leur voyage. Donc, quand on parlait du fait qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture puis découvrir des nouveaux codes, ben nous, on est vraiment la personne qui va les prendre par la main puis qui vont dire, allez, vas-y, on est capable de découvrir ça ensemble. Pas dans une idée de dire, voici maintenant la culture que tu devras avoir pour le reste de ta vie. C'est absolument pas ça l'intention, mais simplement de dire, maintenant, tu vas comprendre des choses où il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas exactement comme les tiennes. Ben, c'est correct. Je vous ramène aux définitions de tout à l'heure. On va d'abord faire le chemin ensemble pour comprendre et respecter le fait qu'il y a des gens qui ne voient pas le monde de la même manière que toi. On va comprendre le fait que quand tu vas communiquer avec ces gens-là, tu vas avoir ça en tête. Et puis que l'idée, c'est que tu puisses être en mesure d'avoir des relations positives avec ces gens-là euh, pour pouvoir ensuite réfléchir à toi, qui es-tu, quelles sont tes valeurs et comment tu te situes là-dedans. L'idée d'une rencontre dans un processus d'acculturation n'est pas que l'élève devienne autre. L'idée, c'est qu'il s'intéresse à l'autre et qu'il se connaisse lui-même. Donc, dans cet esprit-là, on parle de créer un climat de classe qui soit accueillant. Là, je suis désolé, voilà, ma caméra bouge encore. Un climat de classe qui soit accueillant. Donc, on parle d'un climat d'empathie. L'empathie, encore une fois, c'est cette idée d'écouter sans juger, de juste dire, OK, je prends mes valeurs, je les mets dans une petite boîte, je les mets à côté de moi, et puis voilà. Pour vous donner un exemple, j'enseignais
l'histoire en première secondaire, en 7e année, et on parlait de la démocratie athénienne. Et là, on parlait du rôle de la femme dans la cité d'Athènes et que, bon, ben, la femme athénienne ne pouvait pas quitter de la maison sans être accompagnée de son esclave et que la tradition voudrait qu'elle se fasse soi-disant kidnappée par son futur mari de sa maison familiale le jour du mariage. Et mes élèves étaient complètement outrés de ce document-là. J'ai dit, attention, de notre regard d'aujourd'hui, on trouve que c'est absolument aberrant. On parle d'esclaves, on parle de ne pas être capable d'être une femme qui se déplace toute seule, d'une femme qui n'a pas le droit de vote, d'une femme qui doit théoriquement se faire kidnapper par symbolique. Évidemment, dans notre regard d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument aberrant. Il faut se mettre dans la tête de l'époque. Si quelqu'un de 2019 réalisait qu'en ce moment, le Canada presque au complet, sinon pratiquement le monde au complet, serait de l'école à la maison ou serait à 2 mètres de distance et qu'il y aurait des flèches sur les épiceries, ils nous regarderaient et trouveraient ça profondément étrange. Laissez pas de juger si c'est bon ou pas bon dans un climat d'empathie, c'est vraiment juste d'observer, de reconnaître et de savoir que c'est là. Pour ce qui est d'un climat de confiance, on parle de connaître ses préjugés pour les dépasser. Donc, en sachant ce que l'on pense et en sachant les préjugés qu'on a, nous avons tous des préjugés, on est des humains. Mais l'idée, c'est d'être capable de le savoir, d'en être conscient, puis d'aller au-delà par après. Le climat de médiation, c'est de réfléchir, de comprendre les différences dans le respect de chacun. Donc oui, on veut créer un climat qui est accueillant, qui est bienveillant. Et pour que ce climat-là soit là, pour que la discussion soit ouverte, il faut savoir qu'il y a des façons de dire les choses, qu'il y a des façons de parler dans le respect de l'autre. Puis, dans le fond, la phrase que j'ai eue pour un peu synthétiser tout ça, c'est de voir la classe comme un laboratoire d'idées, un espace sécuritaire, où chacun a une voix. Puis pour que chacun ait sa voix, c'est qu'il faut que cette voix-là soit respectueuse des voix des autres. Maintenant, comment on fait pour susciter la conversation? Donc, on a parlé du rôle de l'enseignant, on a parlé du climat que l'enseignant va amener dans sa classe. Donc, ça, c'est l'espèce de préparer la terre pour que le jardin pousse. Maintenant, on peut soit susciter des éléments. Il y a quelque chose qui se passe pendant la récréation, on fait un retour en classe, il y a une opportunité, on l'apprend. Maintenant, par rapport, et des fois, ben, il faut aider la chance. Je vous ferai, il y a plusieurs publicités qui sont franchement riches. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est une campagne publicitaire de la HSBC qui roule depuis le début des années 2000. Et là, ça, c'est un petit hommage à ma collègue Leslie qui représente l'ACPI en ce moment. Il fallait que j'ai des bottes de cow-boy. Donc, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui n'est pas cool? Et puis ça, c'est quelque chose où on peut franchement amener la conversation en salle de classe. Donc, est-ce que ce qu'on appelle chez nous des gougounes, c'est cool ou c'est pas cool? Est-ce que les bottes de cow-boy sont cool ou sont pas cool? Dans quel contexte est-ce que ce serait considéré comme tel? Il y en a qui vont trouver que l'un des deux, c'est ringard, d'autres qui trouvent que c'est au contraire au dernier plan de la mode. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est leur slogan. Être ouvert sur le monde, c'est comprendre les différences de point de vue. Alors, eux, évidemment, ils veulent faire la promotion qu'ils sont tellement bien ancrés partout dans le monde qu'ils comprennent ces différences-là. Je vous encourage à aller jeter un œil. Si vous faites une recherche rapide de publicité HSBC, vous allez voir toute une collection d'images, de mots qui ont différents sens. Et puis, c'est des très bonnes images pour susciter la conversation en salle de classe. Quelques idées maintenant, il y en a plusieurs qu'on peut prendre, c'est de faire des échanges par visioconférence avec une classe d'une autre province, une classe d'un autre pays. Si vous êtes en communauté anglophone, faire un échange peut-être avec la classe de l'école francophone qui est proche de chez vous pour avoir différents regards. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du Canada tout le temps, même si c'est intéressant. Des fois, on peut faire ça dans sa cour aussi, mais l'idée, c'est simplement de rencontrer d'autres personnes. Ici, il y a un commentaire de Fatima. Je suis prof de français langue seconde dans une école d'immersion de Toronto. J'enseigne la maternelle. Les élèves parlent anglais et plusieurs parlent aussi une autre langue et l'entendent aux parents ou à l'un des parents. Les parents ne parlent pas français et je trouve merveilleux qu'ils aient leurs enfants en immersion de français. Absolument, on est d'accord. Si seulement tout le monde en voyait l'importance. Donc, c'est un espace privilégié, celui d'une école d'immersion en Ontario anglophone, mais quand même difficile de communiquer seulement en français.
Effectivement, c'est le défi des classes d'immersion. C'est comment est-ce qu'on amène ce contexte francophone-là, où on amène ce climat-là. Mais l'idée, c'est justement que cette belle ouverture d'aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de cette langue-là et des différentes cultures auxquelles elle ne nous oublie pas. Pour les anecdotes de voyage, on a tous des anecdotes, on a tous voyagé quelque part où, oups, à un moment donné, on a fait un faux pas et puis on ne savait pas. Je vais vous donner, bon, je reviens à l'Égypte encore. Moi, quand je suis confortable, je croise ma jambe et donc je monte ma semelle aux gens. Je n'y avais jamais porté attention avant de travailler là-bas. Or, au bout de 3 mois, mes élèves avec qui j'avais une super belle relation disaient Monsieur, quoi Monsieur Matt, oui, quoi euh, Ben, vous croisez votre jambe. Oui. Et vous savez qu'en Égypte, c'est insultant. Non, désolé. Elle dit Mais faites-le quand même. Nous, on le sait que c'est pas insultant quand c'est vous qui le faites. Alors, il y a toujours des petites choses comme ça où, des fois, ben, on ne peut pas tout savoir. Alors, l'idée, c'est d'avoir cette espèce d'humilité, de dire Ah, ben, ce coup-là, je n'ai pas compris, et puis ça ira mieux la prochaine fois. Donc là, maintenant, j'étais beaucoup plus sensible au moment et au contexte dans lequel je croisais ma jambe. Euh, En Égypte, mais même ailleurs, j'ai pris l'habitude de poser la question parce qu'il y a des endroits où c'est correct et d'autres où ça ne l'est pas. Donc, c'est juste autant d'idées de ce point de vue-là. Alors, ici, on a une réponse au commentaire de Fatima. En lisant votre commentaire, Fatima, ça me fait penser au document La classe de Madame Lise, tournée dans une classe d'immersion, effectivement. Alors, pour répondre à Claudine, oui, le webinaire sera disponible sur le site de l'ACPI. Alors, maintenant, pour revenir à une question qui avait été posée par Elisabeth un peu plus tôt, comment on fait pour évaluer? Alors, ça, c'est quand même un enjeu qui est assez difficile. Le fait est que si je vous ramène à ce qu'on avait plus tôt, donc on parle de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Les savoirs, j'ai une photo du bonhomme carnaval avec le château Frontenac derrière. Je peux poser la question dans quelle ville est-ce que ça se trouve et avoir un choix multiple, A, B, C, D, et la bonne réponse, c'est Québec. Ça, c'est tangible, on le voit, c'est clair. Par contre, les limites de l'évaluation plus formelle, ça s'arrête pas mal là. Dans la mesure où évaluer un processus d'acculturation chez quelqu'un, vous avez vu comment ce tableau est complexe et a beaucoup de rebondissements et de questions. L'idée, c'est vraiment plus d'amener l'élève à réfléchir sur son parcours et de l'amener à faire un retour. Donc, quand on parle ici, par exemple, Bayram en 2008 proposait l'idée de faire une auto-évaluation moyenne d'un portfolio, de favoriser la réflexion critique, l'auto-évaluation, de se faire un profil au niveau de notre compétence interculturelle sur une longue période. Donc, évidemment, le processus d'acculturation, vous avez vu dans la recherche suisse, ça se fait sur plusieurs années. C'est vraiment une course à relais qu'on va se faire d'un enseignant à l'autre au cours du parcours de scolarité de l'élève dans le secteur jeune. Et nous, comme adultes, c'est vraiment le projet d'une vie. Donc, c'est vraiment juste une espèce de réflexion qu'on fait de longue haleine. Pour vous donner l'exemple d'un travail qui a été fait auprès d'un groupe adulte, donc l'équipe de recherche avec laquelle j'ai travaillé, on s'est prêté au jeu et on s'est posé la même question à intervalles réguliers. À tous les quelques mois, on se posait la même question. Et puis, c'est vraiment au bout d'1 an, 2 ans qu'on a commencé à réaliser que notre regard par rapport à notre compétence interculturelle évoluait, changeait. Mais c'est vraiment dans des fins d'appréciation formative ou d'appréciation réflexive, mais pas dans un cadre d'examen formel. On ne peut pas évaluer dans une épreuve ministérielle, voici ce qu'il en est, et par ABCD, on va savoir si l'élève a compris ou pas. Donc ici, vous l'avez entendu souvent quand on parle d'évaluation formative, mais c'est vraiment le parcours qui compte, c'est le processus réflexif qui compte, pas le fait de se rendre à un certain standard de qualité. Cela dit, il y a des continuums au niveau de la compétence interculturelle. Le cadre européen en propose d'ailleurs. Donc ça, je vous inviterai peut-être, si vous voulez avoir des référents par rapport à ça, à consulter ce document. Ici, Audrey ajoute on apporte de l'enthousiasme, de la curiosité, de l'amour. Ça, c'est cool, ça devient cool. Effectivement, on amène cette curiosité-là, cet intérêt. C'est notre rôle comme enseignant. Nous sommes les leaders, ils suivent bien, mais ouais, des fois, difficile en minorité. Et ça, c'est vrai que la communauté francophone soit minoritaire ou que la communauté anglophone soit minoritaire. Parce que c'est la rencontre qui est difficile et c'est de préserver qui on est qui est difficile également. Alors, c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui compte. C'est pour ça que je reviens régulièrement au modèle d'intégration. On veut vraiment valoriser tant l'identité de l'apprenant
que les cultures auxquelles il est amené à rencontrer. En Ontario, nous avons la compétence globale de lien interculturel qui doit être évident dans une évaluation sommative telle qu'un examen. Aurais-tu des suggestions de tâches? Oups, c'est une très bonne question, ça. Premièrement, je ne connais pas ce document-là spécifique à l'Ontario, donc il faudrait que je le regarde. Donc, je me sentirais mal de répondre spécifiquement à cette question-là. Ce que je peux, peut-être qu'il y a des gens de l'Ontario qui auraient une réponse à apporter à Sylvie. Donc, une approche par performance de Bartel Radich, Anne, en 2016, évaluation des compétences interculturelles et politiques sociales, avec le numéro de ISSN. Quiz les meilleurs en évaluation formative, projet Français sans frontières d'Idelo. Effectivement, on a des belles pistes qui sont là, des Kahoot. Donc, comme je vous dis, de ce point de vue-là, les évaluations formatives ou les Kahoot ou les questionnaires à choix multiples, ça va être bien vraiment quand on met des choses liées, par exemple, à des référents culturels que l'on peut voir, connaître, entendre. Par contre, au niveau des savoir-faire et des savoir-être, ça va être un peu plus difficile parce que c'est vraiment juste un processus de réflexion. Donc, c'est dur de donner par choix multiple. Donc, c'est peut-être d'amener une piste, peut-être, ce serait d'amener l'élève à écrire là où il se situe dans son cheminement, là où s'il est ouvert à rencontrer l'autre ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer de façon formelle. Donc, Alex parle ici du fait de suggérer l'auto-évaluation de l'élève ou la grille de rendement de l'évaluation, application Making Connections par des projets. Effectivement, les projets, c'est des bonnes choses. C'est comme une écoute de parler acadien, savoir dépister, dis-je, des expressions, par exemple, pour la 7e année. Projet en tant qu'évaluation sommative. Donc, Sylvie, c'est la force d'être un groupe de 76 personnes. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une réflexion ou une bonne idée. Marie-Josée propose un portfolio de culture, donc justement, qui témoigne du cheminement de l'élève. Moi, je suis effectivement de l'école de Marie-Josée ou de Bayram, où quand on parle justement d'un portfolio, on voit le cheminement de l'élève, le cheminement de sa réflexion et de son parcours. Voilà, alors Sylvie, t'es servie. Merci à notre super équipe de 76 personnes. Et puis, je vais enchaîner avec ça. J'aimerais vous parler justement du produit de ce que l'on a fait. Et là, je vais vous amener à partager mon écran. C'est la première fois que je fais ça. Soyez bien aimable avec moi. Je fais de mon mieux. Alors, ici, partage. Et là, je vais demander à Leslie de m'envoyer un texte pour me dire si vous voyez bien l'écran de mon ordinateur sur la compétence interculturelle en ce moment. Donc, normalement, vous devriez voir un encadré violet qui s'appelle compétence interculturelle avec un groupe de personnes et plein de pays du monde. Donc, ça ici, c'est vraiment un produit qui a été fait pour les enseignants. Merci Leslie pour la confirmation. Pour les enseignants de français langue seconde dans un contexte anglophone minoritaire au Québec. Cela dit, il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées dans des contextes variés. Dans ce site-là, vous allez avoir, bon, évidemment, l'équipe de conception. Vous allez avoir également des ressources vers une définition de la compétence interculturelle dans un contexte de français langue seconde, avec des questions de réflexion, différents éléments, des théories, des recherches que vous pourriez lire pour compléter votre regard là-dessus. Différentes pistes pour aborder les questions interculturelles à l'école. Donc, j'ai déjà parlé du climat de classe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez également un regard sur la bibliothèque d'école. Dans notre recherche, ce qu'on a vu, c'est que c'est important que la classe de français vive à l'extérieur de la classe de français ou les classes enseignées en français, qu'on le sente dans les bibliothèques. Donc, dans les écoles qui sont 100% immersion, c'est peut-être quelque chose qui semble assez naturel, mais pour les écoles à double voix, par exemple, c'est une réflexion qui est importante de faire. Donc, au Québec, particulièrement au secondaire, l'immersion est un des programmes offerts à l'école. Et donc, ça a été une réflexion vraiment utile que de valoriser le français dans la bibliothèque de l'école. Parler du rôle de l'enseignant, de la bibliothécaire,
et vous avez quelques ressources en anglais pour le personnel de bibliothèque également. Et ce qui est toujours agréable, vous avez quelques activités clés en main qui vous sont proposées. Donc, des activités qui sont plus ou moins longues, destinées à un public de secondaire, mais les personnes qui travaillent comme en 5e, 6e année ou au premier cycle secondaire vont y trouver leur compte également. Donc, à partir, je dirais, de la 5e année en montant, là, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Aussi, ce qui était important pour nous, c'est que vous ayez accès aux réflexions des enseignantes et des techniciennes en documentation parce qu'on a vécu leur parcours également. Et à la fin, j'aimerais vous présenter un répertoire de ressources. Donc, vous avez accès à ça. Là, j'espère que ça va être sur la même page. Oui. Les représentants de nos bibliothèques ont fait une recension de différentes choses qui parlent d'enjeux liés à l'immigration, les stéréotypes, les cultures francophones, tant au niveau du Québec que du Canada que de l'international, coutumes et traditions. Donc ça pourrait être des choses qui pourraient nourrir votre réflexion, puis éventuellement que vous pourriez amener à faire l'air à vos élèves là, de niveau secondaire. Pour ceux qui enseignent, je dirais, à partir de la 6e, 7e année, là, il y a de quoi faire là-dedans. Donc, je trouvais ça utile de vous partager parce que c'est toujours bon d'avoir du concret quand on enseigne et qu'on suit une présentation. Alors, voilà. Le lien, il est affiché à l'écran en ce moment. Donc, c'est learnquebec.ca/fr/compétences-interculturelles. Je vous rappelle aussi que tout ça sera disponible sur le site de l'ACPI, donc vous aurez accès à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Alors, pour entamer la période de questions, c'est peut-être un petit commentaire. C'est une collègue qui avait partagé avec moi cette réflexion d'Isaac Asimov qui dit « Vos présomptions sont votre fenêtre sur le monde. Lavez-les à l'occasion, sans quoi la lumière ne rentrera pas. » Alors, je vous invite à partager commentaires, questions, et puis on va terminer là-dessus. Merci à vous. Alors, la citation est affichée à l'écran. Elle est d'Isaac Asimov. Vos présomptions sont votre fenêtre sur le monde. Lavez-les à l'occasion, sans quoi la lumière ne rentrera pas. Oh oh! Quel a été le plus grand changement que vous avez observé lors du projet? Alors, je vais vous donner peut-être un peu plus de contexte par rapport à ce que suscité le projet. Donc, au Québec, il y a la Commission d'enseignement en langue anglaise qui a publié un mémoire remis au ministre de l'Éducation en juin 2016, lequel mémoire disait essentiellement que c'est important d'enseigner le français à nos jeunes anglophones afin qu'ils puissent contribuer à la société québécoise. Ce qu'on a observé, moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment fait sursauter, c'est qu'il y avait des chiffres qui disaient qu'autour de 25 on parle de 25-26 des jeunes adultes anglophones, donc les finissants de secondaire, les 18-25 ans, pensaient quitter la province pour deux raisons essentiellement. Ils ne se sentent pas confiants dans leurs compétences interculturelles et ne se sentent pas confiants dans leurs compétences en interaction orale. C'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance en ce qu'ils ont. Donc, ça a suscité cette réflexion-là. Et notre porte d'entrée, ça a été de parler de francophones et d'anglophones. Et là, ça a été vraiment tout un enjeu que de se situer par rapport à ça, parce qu'on a tous un vécu différent par rapport à notre rapport aux langues, par rapport à nos... On est issu de la majorité, on est issu de la minorité, on a différents contextes, on vient de différents milieux. Et donc, tant qu'on est resté dans les espèces de confrontations francophones-anglophones, on a stagné beaucoup. Et c'est après avoir été frustré pendant des mois où on a dit là, il faut recommencer quelque chose, il y a quelque chose qu'on fait de pas bien.
Et c'est là où on a pris un pas de recul et qu'on s'est intéressé au processus d'acculturation de façon plus globale. Et notre hypothèse, c'était si je sais accueillir toute personne qui est autre, que la différence soit au niveau de la langue ou de la communauté linguistique ou d'une autre chose, ça va être le même outil que je vais utiliser. Et c'est vraiment à partir de là où on a senti un changement. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe de conception, ça a vraiment travaillé là. Aussi, il y a beaucoup d'enseignants qui ont participé et de personnel de bibliothèque qui n'avaient jamais pris la peine de réfléchir à cet enjeu-là. On pensait qu'en exposant nos élèves à tel élément culturel observable, savoir que c'était pour être suffisant, alors que finalement, on a pris conscience que pour vivre au sein d'une culture, il faut vraiment comprendre quelles sont les valeurs des gens qui occupent cette culture-là, et c'est d'ouvrir cette conversation-là. Alors, c'était dans plusieurs cas la première fois qu'ils entamaient cette conversation-là avec leurs élèves. Et oui, ça a été difficile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration. Jessica parlait du fait qu'il y avait beaucoup de frustration chez nos élèves anglophones à l'idée d'apprendre le français. C'est très, très émotif l'apprentissage d'une langue, surtout dans un contexte où l'apprentissage d'une telle langue peut être imposé. Mais ce qui était beau avec ce projet de recherche-là, c'est que les enseignants qui ont participé, les bibliothécaires qui ont participé, ont ouvert la conversation. Et c'est à partir du moment où la conversation commence qu'on est capable de voir germer des idées de respect, d'ouverture, de curiosité, de prise de risque, d'intérêt. Donc, je dirais que, Elisabeth, c'est vraiment là qu'on a reçu les plus grandes différences. Et là, je vais reculer parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires depuis. Merci Nathalie, merci Grace, merci Jessica. Alors, bon, beaucoup de remerciements, mon Dieu, merci beaucoup. Vos commentaires, et comme même en étant conscient, parfois on ne se débarrasse pas de nos présomptions, absolument, et c'est ça le grand défi. Merci Fatima pour ce commentaire. Pourrais-tu écrire le lien de la diapo précédente? Ah, voilà, merci Faten. Jessica, pardon, qui a répondu à Faten. Salutations des États-Unis. Merci Suzanne, ça m'honore. Plusieurs pistes de réflexion. J'ai aussi aimé voir votre perspective, celle d'un enseignant d'immersion française au Québec. Merci Marie-Claude. Alors, effectivement, donc, on vient de vous partager ici. N'oubliez pas qu'il y a d'autres rendez-vous virtuels. Ils sont tous gratuits. Ils sont là pour vous. Donc, vous n'avez qu'à vous inscrire à nos prochains événements au rendez-vous virtuel. Alors, je lis vos commentaires. Je prends une petite gorgée d'eau. C'est vraiment touchant de voir d'où viennent les merci du Costa Rica, des États-Unis, de Gatineau, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta, de Yellowknife, de partout. C'est vraiment touchant. De Hamilton. Ah! Toutes les villes apparaissent, c'est formidable. De Rio de Janeiro. Oh mon Dieu. Ça, j'espère de pouvoir prendre l'avion pour aller là-bas aussi. En fait, partout. Merci de votre cuisine. C'est génial. Vous étiez dans ma salle à manger. Donc, voilà. Dantigonish. Comme quoi, malgré le confinement, on voyage un peu partout dans le monde en ce moment. C'est vraiment formidable. Alors, eh bien, je vous remercie infiniment. C'était une super belle expérience. Alors, et là, je trouve ça bien parce qu'il y a des retrouvailles qui se font dans la boîte de texte en ce moment. C'est vraiment super.
Effectivement, Faten, on a fait le tour du monde. C'est très agréable tout ça. Effectivement, c'est un parcours parce que la destination, ben, à mon avis, on ne l'attrapera jamais parce qu'on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, des nouvelles rencontres à faire. Donc, c'est vraiment dans cette direction-là qu'on peut prendre les choses. Merci, Caroline. Que penses-tu d'enseigner la langue en majorité à l'oral? Euh, Ce que je comprends de la question, c'est la balance entre l'oral et l'écrit, si c'est bien ça, Audrey? Donc, ce que je comprends, c'est que de l'Ukraine, mon Dieu, wow, c'est formidable. Comme à l'oral en premier. En fait, ce qui est important, premièrement, moi, je suis davantage au niveau secondaire, donc de manière générale, les premières acquisitions de la langue sont déjà faites quand les jeunes arrivent chez moi. Donc, j'encouragerais peut-être un expert du primaire à réagir. Mais ce que je dirais, c'est que globalement, là, peu importe à quel groupe d'âge on s'adresse, c'est que s'il est important d'avoir un équilibre entre l'ensemble des compétences langagières, c'est important de laisser une place importante à l'oral parce que en interaction, l'interaction orale est probablement une des choses les plus difficiles à développer comme confiance. Parce que, bon, quand on lit, on peut relire le même texte 8 fois, ça va. Alors que quand on interagit, c'est une fois, c'est sur le champ, et puis c'est souvent sans préparation. Donc, c'est vraiment de développer, de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour que l'interaction orale puisse avoir lieu. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question, Audrey. L'oral est le plus important avec les jeunes en immersion. Voilà, ça va vraiment dans cette direction-là. Parce que c'est vraiment de développer la confiance dans sa capacité à parler français. Ce qui est d'ailleurs un enjeu qu'on a quand je faisais de la recherche tout à l'heure, là, chez les jeunes issus de la communauté anglophone minoritaire au Québec. C'est pas qu'ils ne savent pas parler français, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité à le faire. Donc, vraiment d'encourager la prise de risque linguistique. Il y a l'Institut des langues officielles et du bilinguisme qui a fait un super beau passeport de prise de risque qui est en train d'être adapté un peu partout au niveau international dans différents contextes. Effectivement, Marie-Josée déplore qu'on a moins d'oral au secondaire. C'est effectivement très dommage parce que parler, c'est tellement, tellement, tellement important. Oui, nos élèves en immersion française n'ont pas de confiance selon Rémer, effectivement. Donc, sans l'oral, il n'y a pas de lecture ou d'écriture. Les trois sont interdépendants, donc vraiment donner beaucoup d'espace à l'oral. Beaucoup de défis en production en compréhension dans la recherche de Lister. Donc, c'est vraiment là, une tendance forte dans la recherche qui témoigne de ces enjeux-là, de ces défis-là. C'est pour ça qu'il est vraiment important de parler de l'oral. Une autre observation de Fatima, important de parler de ne pas exiger la perfection grammaticale. On est tout à fait d'accord là-dessus. The Learning Brain, The Great Courses, plus. Alors, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était vraiment un honneur et un privilège d'être avec vous. Je vous souhaite un excellent après-midi et puis poursuivez la conversation sur notre groupe Facebook. J'enseigne en immersion française. C'est une belle plateforme pour échanger des idées, pour débattre de concepts, d'idées, de réflexions. Donc, je vous encourage à poursuivre la conversation sur notre groupe Facebook J'enseigne en immersion française et à vous inscrire à nos prochains événements. Au plaisir. À la prochaine, tout le monde.